Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous remercie à tous d'être présents dans cette masterclass de l'école ENACO. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Christophe Casala, qui est directeur de projet informatique chez BPCE IT, qui vient vous partager son parcours et sa vision de la réalité du terrain dans le domaine de l'informatique aujourd'hui. Je suis également accompagnée d'Antoine, qui est responsable de l'apprentissage numérique. Son rôle ici est de construire les parcours de formation au plus près de la réalité du terrain. Pour ma part, je suis Camille de Jagère, coordinatrice pédagogique chez ENACO, et mon rôle aujourd'hui, ce sera d'animer cette masterclass en faisant le lien entre vous et nos invités. Et enfin, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Hélène Lejeune, directrice fondatrice de l'école de commerce ENACO, qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année et à qui je laisse la parole pour commencer cette masterclass. Bonjour à tous, merci Camille, merci Christophe d'avoir accepté notre invitation. Merci Hélène. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours qui semble passionnant? J'ai cru comprendre que ton parcours est plutôt atypique. Si tu me permets, on se tutoie, hein, ce sera plus Oui, simple. tout à fait. Raconte-moi un peu comment tu en es arrivé à devenir directeur de projet informatique chez BPCE, ce qui est quand même prestigieux à mon sens, en transformant des obstacles en opportunités. Raconte-nous, s'il te plaît. Bonjour Hélène, bonjour Camille, bonjour Antoine. En fait, c'est vrai qu'au départ, je ne me destinais pas du tout à l'informatique. J'ai fait une maîtrise au départ de sciences humaines, avec une idée assez claire, devenir enseignant. Parce que c'est vrai que dans ma famille, ma belle famille, il y a beaucoup d'enseignants. Je suis d'un milieu enseignant, donc j'ai baigné dans l'enseignement. Mais en fait, il y a eu une bascule à un moment donné. Je me suis découvert une vraie passion pour l'informatique. Donc c'était la fin des années 90. J'ai mis pied de manière assez concrète en travaillant dans des magasins informatiques. Et par le biais de missions d'intérim, j'ai commencé à avoir un vrai poste à France Télécom, qui est maintenant Orange. C'était notamment pour le déploiement du bug de l'an 2000, qui a demandé beaucoup de ressources. Voilà, donc je suis un enfant du bug de l'an 2000 pour démarrer dans le monde informatique. Et en fait, au niveau des années 2000, alors c'est ça où j'ai repris des études pour avoir des études informatiques. Et j'ai fait des années d'études au CNAM pour le cours du soir. Voilà, c'est très formateur pour avoir un diplôme en informatique. Et après, j'ai pu rentrer dans le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, Informatique Banque Populaire. Et maintenant, mon entreprise, c'est BPCE IT. Banque Populaire Caisse d'Épargne, l'IT. On fait l'infogérance globalement des banques populaires et des caisses d'épargne. Extraordinaire déjà, parce que tu pars dans la vie professionnelle avec l'idée d'être enseignant et puis finalement tu arrives dans l'informatique et qui plus est avec un parcours de formation qu'on appelle souvent, qu'on entend souvent atypique, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, preuve en est l'existence d'ENACO, puisque tu as étudié en cours du soir. Donc je pense que c'est un exemple pour beaucoup de personnes qui songent à évoluer, à se reconvertir, etc. Donc, Sur les cours du soir, c'était en fait un parcours de la volonté. On était plusieurs à le faire. Parce que c'est vrai qu'il faut enchaîner une journée de travail avec des cours le soir. Donc c'est beaucoup basé sur la motivation et je pense que chez NACO, les étudiants doivent alterner aussi les phases d'e-learning avec une vie professionnelle bien riche. Donc ça a une valeur d'exemple et je pense que c'est aussi des CV qui prouvent une motivation au niveau des collaborateurs dans les entreprises, au niveau de l'embauche. c'est vrai. Et donc, tu es autodidacte, tu es ingénieur de production. En 2024, alors raconte-nous ce qui t'est arrivé. Alors, en 2024, c'était une décision qui avait été prise avant, c'est BPCIT décide de déplacer de l'activité informatique vers Porto. Donc en fait, c'était le programme, on appelle ça Dragonfly. Donc c'était pour avoir de l'embauche, pour que l'activité au Portugal s'enrichit. Et nous, notre service sauvegarde, donc je travaille, il y a une décision de migrer mon activité au Portugal. Donc du jour au lendemain, il faut que je retrouve un nouveau poste. Donc en fait, moi et mes collègues, alors au début c'est un choc parce que quelque part ça fait des années qu'on travaillait ensemble. Donc c'est vrai que dans la vie professionnelle, il y a une partie aussi de relationnel, d'affectif. C'est une période qu'on n'a pas très bien vécue.
Et donc, à dire en échangeant, on a essayé chacun d'une situation négative, on a essayé d'en créer une opportunité. Et c'est là qu'arrive ce poste, qui est un poste hybride. Donc, c'est un poste donc, à la fois du projet, donc à la direction de projet, mais avec un rôle identifié de Scrum Master de direction. Donc là, pour parler du Scrum, pour Scrum Master, pour être très rapide, un Scrum Master, c'est quelqu'un qui va aider les équipes, dont nous, on a 16 équipes, avec mon collègue, Cédric. On les aide à mieux travailler ensemble. On travaille sur la méthode. Donc, le Scrum Master, c'est des valeurs que moi, je promulguais dans mon équipe. Il facilite, il fluidifie, il enlève les obstacles. Et en fait, on cherche toujours à travailler sur la valeur, ce qui est en fait les bases de l'agilité. Voilà, l'agilité qui en fait comment dire, a émergé il y a plus d'une vingtaine d'années avec le manifeste agile. D'accord. Donc c'est remise en question à 200%, donc nouveau métier, nouveau repère, et en fait il fallait que je change le regard de mes collègues, c'est-à-dire qu'en fait j'étais Christophe, le nouveau Scrum Master à la direction de projet, je n'étais plus l'ingénieur de production. Donc en fait, il y a aussi la façon dont les gens évoluent dans l'entreprise, changent de poste, et il faut faire évoluer aussi le regard des collègues. Donc en fait, c'est là où j'ai passé aussi des certifications pour justement me donner une crédibilité des avis de mes collègues pour endosser ce rôle. Alors, quand on avait échangé, tu nous m'avais évoqué une image avec l'image, ce que tu appelles l'image du vélo et de l'iceberg. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est souvent parce que j'ai des étudiants, en fait, je leur fais toujours cette image. C'est une image que l'on trouve souvent dans les supports de formation à l'agilité. C'est deux images. Alors, je vais se le décrire hein, sans le dessin. En haut, on a un vélo, un garçon avec un vélo avec une surface plane. Donc, en fait, voilà, c'est surtout l'image mentale. On a une image mentale de ce qui va se passer bien. Et en fait, fatalement, dans la réalité, donc le dessin en dessous propose des crevasses, des choses trappes. Dans la réalité, tout ne se passe pas comme prévu. Et moi, c'est mon hangover à chaque fois dans mes cours, c'est qu'en fait, je pars de la gestion de projet, du management de projet, et mais je leur dis aussi aux étudiants, vous allez rentrer dans un quotidien où finalement, vous avez une image mentale, c'est normal, vous essayez d'avoir un confort psychologique, mais il va falloir affronter une réalité changeante avec des évolutions et des difficultés au quotidien. Très, très intéressant. Merci d'avoir partagé ton parcours, tes conseils. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de contenus, d'informations en tout genre sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas confondre information et formation. S'informer, c'est utile, mais se former, c'est ce qui permet de construire de vraies compétences. Et c'est un petit peu ce que tu nous partages aujourd'hui. Tu nous montres qu'en fait, de ce que je comprends, hein, c'est que tu as un parcours professionnel extrêmement riche, mais que tu t'es pas arrêté à ce parcours professionnel, tu as toujours ressenti la nécessité de te former, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que, si je pouvais résumer ton message, c'est-à-dire qu'on soit en situation d'échec ou de réussite, la formation est nécessaire pour avancer parce que de toute façon, il y a toujours des conditions extérieures qui font qu'on est obligé d'évoluer. Est-ce que je reflète bien ton message? Oui, et c'est vrai que l'image, Hélène, est très juste au niveau des réseaux sociaux. En fait, on peut à un moment donné prendre des informations sur les réseaux sociaux. Il n'est pas du tout envisageable de stigmatiser quoi que ce soit. Mais en fait, il faut quand même faire la vraie différence au niveau des jeunes générations entre souvent scroller, swiper des images de manière assez rapide et vraiment par rapport à la formation, se poser et pouvoir travailler des sujets sur le fond, quelque chose de structuré, de progressif, approfondi et surtout de la mise en pratique, Hélène. C'est-à-dire que la mise en pratique, on ne l'a pas. Souvent, on est un peu passif par rapport aux réseaux sociaux. L'information arrive vite, alors que nous, ce qu'on veut, c'est faire de la formation.
Oui, alors je rebondis sur l'intitulé de notre masterclass, qui est de Oui. comprendre en fait ce qui change pour les carrières IT aujourd'hui. Quelles sont selon toi les compétences indispensables aujourd'hui en entreprise quand on se destine à ces métiers? Alors, l'image que je vais faire, c'est les échanges que j'ai aussi avec les jeunes collègues que j'ai formés en entreprise et aussi les étudiants. Le conseil que je leur donne, c'est que je leur dis sur le message, je n'ai pas d'inquiétude sur leur niveau technique, leur capacité technique, parce qu'ils vont arriver avec des compétences. Mais en fait, ce qui va aussi compter, c'est la façon dont ils vont avoir du comportement. Le comportement, travailler en collectif, pouvoir partager, ne pas travailler. Alors, par exemple, il y a des collaborateurs, nous, on essaie de casser ce qu'on appelle les silos. C'est très, très négatif, c'est-à-dire que les gens qui travaillent tout seuls. Donc nous, sur l'agilité, évidemment, on est proactif justement pour faire le management visuel, que tout le monde travaille ensemble, tout le monde voit le travail de tout le monde. Une valeur importante, c'est la transparence. Et donc, en fait, Hélène, on avait échangé aussi sur un performeur que j'adore, qui s'appelle Simon Sinek. Et je pense que si on fait une transition sur le recrutement, c'est qu'en fait, nous, dans le management, dans notre entreprise, on essaie justement de recruter des bons profils et des gens qui sont fiables. Voilà le terme fiable qui est intéressant et qui est fondamental. Et Simon Sinek, alors je ne vais pas essayer de le paraphraser parce que je ne me permettrai pas, mais lui, il a fait une image sur une vidéo YouTube qui est très connue, c'est l'appelle le recrutement du Navy SEAL. Alors, c'est pas l'actualité, mais en fait, pour être assez synthétique, quand il fait il trace une abscisse et ordonnée en mettant la performance et la fiabilité. C'est vrai qu'en termes d'invisible, comme mon collaborateur, on aimerait avoir le plus performant et le plus fiable. L'embêtant, c'est que souvent, les entreprises, on prend le peu performant et le plus toxique. Et ça, c'est terrible parce que finalement, Simon Sinek, dans son discours et dans sa vidéo très à propos, finalement prouve que finalement, en prenant des gens un peu moins compétents qu'on va former, qu'on va encadrer, donc nous aussi dans l'agilité, on est beaucoup dans le transfert des compétences, le travail en commun, la base de connaissances, en faisant monter en compétence des gens qui sont fiables, ça permet d'avoir justement un collectif qui vit et qui est performant. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Oui. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'effectivement, on peut avoir des gens à la fois très compétents et très fiables. Moi, je me réfère à mon équipe. Mais effectivement, c'est vrai que parfois, il y a aussi on sait, dans la carrière professionnelle, des personnalités qui arrivent à se mettre un peu plus en avant que d'autres, quel que soit d'ailleurs leur degré de compétence. Et ça peut poser un vrai problème d'équipe et un vrai problème pour l'entreprise à terme. Ça, je partage totalement. Et je suis sûre que certains jeunes ou moins jeunes ont déjà vécu ce type de situation. En tout cas, de ce que j'entends aussi, c'est aussi un formidable encouragement à tous de continuer de se former, d'apprendre, parce qu'effectivement, ce qui va compter, c'est aussi le savoir-être en entreprise. Et même si on pense ne pas être suffisamment bon dans tel ou tel domaine, eh bien, il faut s'accrocher, continuer d'apprendre. Et de ce que j'entends aussi, il faut encourager les entreprises à donner une chance à ces profils qui cherchent à aller de l'avant et à avancer. Je rebondis sur ce que tu dis sur donner une chance aux jeunes qui démarrent. Moi, je fais une conférence sur leadership et management, et justement dans cette conférence, je donne un CV où justement on demande toutes les expériences à quelqu'un qui est jeune. Donc en fait, c'est une sorte de CV impossible. Et ça, c'est vrai qu'en France, on a une sorte de malédiction à demander le diplôme, l'expérience. Il faut avoir fait avant de faire. Et ça, le système anglo-saxon, sans caricaturer, Hélène, je pense que tu connais mieux que moi, donne la chance plutôt à des jeunes plus expérimentés, mais avec un meilleur potentiel.
Voilà, ça Et au c'est un moins peu jeune français. aussi, hein. Au moins Moins jeune jeune aussi, aussi, bien voilà. sûr, bien Bien évidemment. sûr. Puisque, effectivement, on apprend à tout âge, mais effectivement. Et apprendre, ça nous permet aussi de rester jeune tout au long de la vie. Je rebondirai tout à l'heure sur comment on recrute d'ailleurs à la BPCE, par exemple, parce que je sais que ce sont des entreprises qui recrutent beaucoup. Est-ce qu'on applique justement ces principes? J'avais une autre question. Selon toi, quelles sont les erreurs fréquentes chez les jeunes profils quand ils postulent en entreprise? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'erreur grave, mais c'est vrai qu'en fait, c'est souvent, quand on postule, on essaie voilà, d'essayer de brûler un petit peu les étapes. Et en fait, je pense que euh, les collaborateurs précieux aussi, c'est ceux qui ont monté un petit peu les échelles. Moi, je prends un exemple, mon grand directeur qui a monté un petit peu toutes les échelles, et ça donne des profils de directeurs qui ont aussi une vision concrète du travail qu'il promulgue et qu'il donne en fait. Donc en fait, c'est pas toujours obligatoire de démarrer au bas de l'échelle, mais je pense que les jeunes, ce que je pense, c'est que quand je suis rentré dans le groupe, je suis pas arrivé sur une activité qui n'était pas complètement intéressante au tout début, et finalement, peu à peu, j'ai commencé à avoir des intérêts à l'activité. Donc, ne pas brûler les étapes, essayer de voir aussi le potentiel dans l'entreprise. Alors, il faut prendre un emploi qui est en rapport avec ses aptitudes et son diplôme, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et donc après, il y a une question de posture, de communication, fatalement. Donc moi, les jeunes, je les prends en formation, de pouvoir échanger, de communiquer. Et il y a aussi l'aspect intergénérationnel, puisque hier soir, il y avait les PCE qui faisaient aussi une grande réunion sur le BPCE, le groupe PCE qui s'engage pour l'intergénération, en fait, entre voilà, les différents ponts. Puisque dans notre entreprise, on est senior à partir de 35 ans. Ça fait Ah tout. bon, ok. Oui, 35 ans. D'accord. Voilà, Ok. donc Est-ce c'est que pour tu ça peux que... nous donner d'ailleurs un exemple d'action intergénérationnelle? Alors, pour illustrer toujours le thème de notre échange aujourd'hui, ça se concrétise comment? Déjà, il y avait un lancement de cette action parce que c'est au niveau des ressources humaines. C'est vrai alors il faut voir, il ne faut pas se cacher. Les entreprises essaient quand même de faire un renouvellement parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Ça, c'est la pyramide des âges. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire au niveau des directions, c'est d'anticiper. Et l'action, Hélène, concrète, c'est justement de créer des binômes entre le senior qui va partir et le junior. Donc, c'est des binômes pour faire la transmission, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un senior qui a des années d'expérience et qui part avec énormément voilà, De savoir. disons, de savoir qui ne peut pas complètement être tracé dans de la documentation. Donc, c'est les actions concrètes que l'on fait dans les directions, notamment dans ma direction socle. Voilà, service. Il y a une petite question par chat. On nous demande tout simplement que veut dire BPCE. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément redit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, en fait, BPCE, BP, c'est Banque Populaire et Caisse d'Épargne. C'était en 2008, au niveau de la marque, quand il y a eu les crises de subprime, il a été décidé de regrouper dans une entité commune les Banques Populaires Caisse d'Épargne. Donc, c'est le groupe BPCE qui contient 300 entreprises. Et je parle quand même globalement des Banques Populaires et des Caisses d'Épargne. Merci pour la précision. Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'évolution des carrières et des métiers, on pense aussi, surtout dans le secteur IT, à l'IA, l'intelligence artificielle. Quel est l'impact aujourd'hui de l'IA sur les projets IT en général, et quel est l'impact aussi sur les recrutements et sur les profils des personnes que vous recrutez? Je vais répondre à ces questions, mais déjà, je vais petit aparté sur l'IA. Dire que BPCE IT, et donc, étant donné qu'on est en infogérance, on est une entreprise IT, on est en première ligne sur l'IA, puisqu'on a un service qui est spécialisé, puisque quelque part, comme on a un service de production, on opère l'IA à 3 niveaux. C'est l'IA qui détecte, puisqu'on a des services de production, et donc on a de l'IA qui détecte des incidents pour aider justement les collaborateurs à détecter des incidents.
On a l'IA qui assiste parce qu'on a un portail Maya qui permet, comme un peu ChatGPT, je peux faire de publicité, mais faire de l'assistance pour faire des résumés de réunions. Et là, il y a aussi un enjeu éthique, c'est l'IA qui opère, Horizon 2030, qui va permettre d'avoir une certaine autonomie, ce qui crée bien sûr des questions de responsabilité, puisque normalement on doit avoir une responsabilité humaine. Pour le recrutement, on n'a pas de choses concrètes. Alors, je ne suis pas aux ressources humaines, mais disons qu'on n'a pas de choses concrètes qui correspondent à un choix de ne pas embaucher parce que l'IA a remplacé par exemple le poste. On n'en est pas encore là, alors qu'on est à l'IT. On est plutôt dans une démarche d'augmentation, de prendre toutes les tâches répétitives, les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, de les rendre à l'automatisme depuis très longtemps et l'IA augmenter. Mais c'est pour créer des nouveaux boulots, des nouveaux métiers comme data analyst, data scientist, puisque fatalement on va en parler, mais c'est un secteur qui recrute énormément. J'ai un fils qui est maintenant en MIAGE, data analyst, donc je pense l'avoir mis dans une bonne filière. Donc voilà, donc c'est pas encore, parce qu'en fait, quand on fait une vidéo sur l'IA, il faut être très prudent parce qu'elle va rester normalement et on peut être très largement contredit quelques semaines après ou quelques mois après. Donc je vais être très prudent là-dessus. Alors, comment ça impacte les recrutements et les métiers alors à la BPCE, par exemple? Est-ce qu'il y a de nouveaux besoins qui ont émergé? Est-ce que ça a transformé des métiers? On évoque aussi parfois la possibilité que l'IA conduit à la suppression de postes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà une réalité ou pas? À l'instant T, je le dis, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de choix. Moi, je suis en lien avec les directeurs et les managers. Ils n'ont pas renoncé à un profil parce que il y avait des actions ou des choses des actions qui étaient faites par l'IA. Ça, c'est extrêmement important ce que tu es en train de dire, parce que parfois, on peut entendre des discours un peu différents dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est extrêmement important de rassurer les personnes qui s'orientent vers ces carrières, parce que ça peut créer certaines peurs aussi et freiner des projets professionnels, ce qui serait quand même dommage, puisque de ce que j'entends dans ce que tu dis, l'IA, loin d'être un frein au développement des carrières, serait plutôt, quelque part, je ne dis pas un accélérateur, mais en tout cas un facilitateur des postes occupés. Je vais donner un exemple très rapide. J'essaie toujours d'être un peu synthétique, mais quand j'ai dit l'IA qui détecte, moi j'ai été en astreinte intervention appelé à 2h du matin. Quand vous êtes appelé sur un incident, vous êtes bien content qu'un chatbot ou une aide vous pointe vers l'endroit où il y a un problème. Parce que quand vous vous êtes réveillé à 2h du matin, qu'il y a une urgence, ça vous permet d'avoir un diagnostic augmenté et beaucoup plus rapide pour aller pointer l'endroit où il y a parce que nous, on a un SI qui est extrêmement complexe. On a énormément de prod applicatives, on a des banques derrière. Donc, il y a une complexité qui s'offre à l'exploitant, à l'expert, qui est spécialisé. Parce que j'ai dit si je dis 300 métiers, ce ne sera peut-être pas la réalité, mais on a tous les métiers, nous, entre BPCE IT et BPCE SI. On a des gens dans le réseau, déjà dans la base de données, la sauvegarde, dans le stockage. Donc, en fait, on est spécialisé. Et quand on est appelé, il peut y avoir un problème sur une autre cause. Et l'IA, justement, et on est extrêmement proactif. Et je reprends un peu le discours d'un directeur qui me disait, en préambule, à chaque fois, il disait « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une vague, c'est un tsunami. Je pense qu'il faut mieux ça arrive, il faut mieux le surfer et il faut justement s'en emparer. C'est pour ça qu'on a ce portail Maya pour avoir quand même un palier de sécurité pour pas tout mettre sur OpenAI. Vous êtes d'accord qu'il y a des choses qui sont assez confidentielles, donc on va éviter de le mettre. Oui, j'imagine que la BPCE construit ses propres dispositifs. On est à la banque, donc c'est la sécurité. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis. Est-ce que tu as donc là, tu disais que finalement, ce qui compte avant tout, c'est la ténacité, la volonté des personnes à se former. Donc, il y a effectivement pléthore de formations qui mènent aujourd'hui
au métier de manager de projet informatique. Hein. C'est pas ce qui manque, avec différentes options possibles, hein, qui peuvent se faire en présentiel, en distanciel. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Ce qu'on entend, c'est que ça, comment dire, il faut, même si on se forme en formation initiale, il faut continuer de se former tout au long de la vie. Là, c'est aussi ce que j'ai entendu dans ce que tu nous as raconté. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on attend d'un manager de projet informatique? Dis-nous, selon toi, c'est quoi un manager de projet informatique? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'avoue une chose, Hélène, c'est que j'attendais la question. En fait, je vais essayer de la rendre assez simple, cette réponse, c'est que on a le chef de projet et le manager de projet. Suivant l'entreprise, il y a une réalité un peu différente. Alors, c'est vrai que si on fait une définition, le chef de projet, il opère, et le management de projet a une vision un peu plus macro des projets. Donc, en fait, et la complexité, c'est que dans le manager de projet, il y a des entreprises où le chef de projet était aussi manager de projet parce qu'il manage des collaborateurs. Ce qu'il n'y a pas de petites entreprises, peut-être. Voilà. Même dans d'autres banques, il y a des managers de projet qui sont à la fois dans un projet, mais qui managent aussi des développeurs. Nous, au niveau des chefs de projet, directeurs de projet, il n'y a pas de lien avec le management. On a des team leaders de premier niveau, on a des managers leaders, des directeurs. Donc, l'aspect management est séparé du projet. Mais en fait, quand on commence à avoir un projet transverse, fatalement, on est tous dans les parties prenantes. On a à la fois la personne qui dirige le projet, mais aussi, forcément, il y a des adhérences, fatalement, avec des décisions. Le directeur doit trancher sur certains éléments au niveau des moyens. Donc, c'est tout un ensemble, le projet. Mais c'est vrai que dans la réalité BPCE-IT, le manager de projet n'a pas de lien avec le management. Camille, je vous remercie vraiment tous les deux pour cet échange extrêmement riche et extrêmement généreux aussi et très structuré. Donc, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, moi aussi, je résume un petit peu, c'est que ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est pas uniquement les compétences techniques, mais c'est aussi la posture professionnelle que peuvent avoir vos candidats, l'autonomie, même la capacité à s'adapter du coup à ce monde qui évolue. Du coup, je voudrais donner la parole un petit peu à Antoine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment est-ce que grâce à la formation à distance, nos étudiants ils développent un petit peu toutes ces compétences nécessaires aujourd'hui dans le monde du travail et de l'IT en particulier? Oui, bien sûr, bonjour. Bon, déjà, c'est vrai que merci déjà pour cet échange vraiment très instructif. J'ai pu noter plusieurs choses et il y a un mot qui me revient là justement, c'est les soft skills qui permettent aussi de se mettre en avant dans l'entreprise et ça va donner du crédit à la fiabilité. Et donc, cette fiabilité, on va la construire aussi avec sa rigueur et sa façon de travailler. Et il se trouve que travailler à distance et avoir cet enseignement à distance, ça permet de gagner en autonomie puisqu'on est face à son écran, on est face à du contenu qu'on doit analyser. Bien sûr, on peut faire appel à des communautés, mais on doit s'adapter aussi. Et donc, c'est comme en entreprise, ce qui permet aussi d'avoir plus de latitude sur le temps, parce que ce n'est pas des classes avec des heures fixes. Donc, du coup, on a cette soft skill qui permet aussi de s'adapter aussi dans la gestion du temps et de ses priorités. Et on a cette montée en compétences sur les outils informatiques. Et donc, cette posture qui est active, parce qu'on doit être acteur de sa formation, on doit être dans un apprentissage actif par des périodes d'effort. Et tout ça, c'est des atouts majeurs qui nous permettent d'être fiables en entreprise. Donc, l'éducation à distance, ça donne des atouts dans sa manche. Merci beaucoup Antoine du coup pour cet éclairage pour nos étudiants. C'est maintenant le moment pour vous qui nous regardez de poser toutes vos questions dans le chat. On vous écoute. Monsieur du coup Christophe Casala est là pour répondre à toutes vos questions, même si vous en avez liées à ENACO. Antoine sera là pour vous répondre. Mais avant que toutes les questions s'activent, moi je voudrais vous poser une question, Christophe. Est-ce qu'il faut savoir coder pour devenir chef de projet informatique? Moi, quand on me parle d'informatique, j'ai toujours tendance à voir tout ce codage et tout ce langage informatique. Donc, est-ce qu'il faut savoir coder pour devenir chef de projet informatique? Alors, ça, c'est une question qui arrive très souvent. Et la première réponse, c'est non. C'est non. Mais,
En fait, c'est au-delà de savoir coder, ça renvoie au fait de est-ce qu'il faut connaître ou avoir fait l'activité des gens que l'on gère au niveau de projet pour avoir une meilleure idée de l'avancement ou des difficultés. Oui, fatalement. Moi, je sais que je suis sur un projet transverse de la sauvegarde. Je suis en train de travailler sur la relation entre. Il y a un transfert au niveau de sauvegarde entre la France et le Portugal. Et ce travail, je l'ai fait réellement. Donc, c'est vrai que quand je parle du projet, j'ai des visions concrètes des actions que je dirige, des objets. Mais ça, c'est pas obligatoire. Mais ça aide. Moi, j'ai des collègues qui sont dans la direction de projet, qui ont fait tous les métiers techniques. Et fatalement, à un moment donné du projet, il peut y avoir des réunions où il peut y avoir des discours un peu plus pointus. C'est intéressant quand même de pouvoir challenger. Chef de projet ne le fait pas, ne n'intervient pas sur les systèmes, ne se connecte pas. Par contre, c'est la même chose aussi sur l'agilité, sur le Scrum Master. Il va beaucoup travailler aussi sur les rituels. Il parle beaucoup d'informatique, mais il ne fait pas. Voilà. Donc, avoir fait, c'est un avantage, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Okay. Bon, merci beaucoup en tout cas. Je me doute qu'il y a d'autres questions qui arrivent, notamment des questions liées au salaire. Combien est-ce que on gagne quand on travaille dans l'informatique comme ça? Un jeune, par exemple, sorti de formation, combien est-ce qu'il peut gagner en début de carrière dans l'informatique? Je ne travaille pas aux ressources humaines, mais je peux vous donner une petite idée. En fait, ce que je vais renvoyer, c'est si je renvoie des chiffres, ils vont pas forcément être extrêmement pointus parce qu'on a une différence, nous, de salaire entre. On a 60% des gens qui sont en région parisienne. Donc, je vais commencer sur un diplôme master. Il va être. Je pourrais peut-être une des bêtises sur le chiffre, mais ça sera à peu près au-dessus de 40 kilo. Mais nous, on a un socle social qui est très très fort parce on est banquier, on a une convention bancaire, donc on a un fort taux d'intéressement qui peut correspondre à 12e, 3e, 14e mois de salaire avec énormément d'avantages sociaux. Donc, c'est vrai qu'au niveau des jeunes embauchés, ils peuvent être aussi sensibles de rentrer dans un grand groupe avec un socle social qui est très intéressant, avec des RTT, avec les jours de télétravail. Moi, j'ai été dans les premiers à être au télétravail. Je trouve que les entreprises qui reviennent dessus de manière arbitraire, je ne vais pas citer un collègue d'une autre banque parce que j'ai trouvé ça assez scandaleux que d'un jour à l'autre, ils disent que tout le monde devait revenir au bureau. Puis en fait, ils l'ont fait et ils n'ont pas pu avoir les bureaux puisqu'ils ont économisé sur le bâti. Donc, c'est ça, c'est avoir à l'écoute des collaborateurs. Et nous, dans BPCEIT, on a un équilibre. C'est entre télétravail à 10 jours et 10 jours qui permet justement d'associer cet équilibre, d'alterner un petit peu les moments où on est sur site, où on fait plus de relationnel, on fait plus de réunions en présentiel, et peut-être en télétravail, on peut faire un peu de travail de fond, on est un peu moins sollicité. Et après, Hélène, il y a bien sûr l'anecdote de la machine à café. Alors, c'est vrai qu'on est peut-être pris par le temps, mais c'est vrai que moi, la machine à café, c'est un endroit où je rencontre des collègues qui sont au premier ou au deuxième étage. Je ne monte jamais au premier ou au deuxième étage. Donc, ça permet sur le site de rencontrer des collègues, de parler de choses banales, mais aussi des fois d'apprendre des sujets qui sont intéressants. Oui, donc, de nouer du lien avec ses collègues, effectivement. C'est ça. Par exemple. D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse, Christophe. Une question qui semblait un petit peu connexe, mais que je vais essayer de reformuler tout en étant fidèle à son esprit. C'était, on ressent une inquiétude des candidats, je dirais presque quelle que soit la carrière à laquelle ils se destinent, sur les modes de recrutement aujourd'hui. C'est vrai qu'on parlait de l'IA tout à l'heure, et l'IA, on sait qu'elle est utilisée dans le recrutement, dans la sélection des candidats. Et on sent en fait une certaine appréhension par rapport à ça. C'est-à-dire que les personnes, quand elles postulent, elles se disent oui, mais mon CV finalement va être trié par une IA sur la base de certains mots-clés. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est vrai que je vais aussi répondre à la place de mes ressources humaines, mais moi, mon niveau d'information, j'ai des collègues qui sont en train de changer de poste, et c'est vrai qu'on a toujours les mêmes modes de recrutement, c'est des entretiens. C'est des entretiens, mais des entretiens physiques, parce qu'on a eu des problèmes, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des trucages sur caméra, et sur des recrutements, ils se sont fait passer pour quelqu'un d'autre.
On nage en pleine série policière. Hein. Donc maintenant, on demande les gens se déplacent sur le site. En fait, il se passe des choses. Bon, voilà, vous avez quelqu'un en face, il y a un langage corporel. Donc ça, les ressources humaines sont maintenant tout à fait fermes là-dessus. Et par exemple, j'ai un collègue qui va partir sur du management et il a toujours les tests psychotechniques, les tests de logique. Donc, pas d'inquiétude. Nous, on est toujours sur les mêmes modes de fonctionnement. C'est pas passéiste, c'est pas passé de mode. Donc, on est à la fois dans l'innovation, mais aussi on est pragmatique. On prend les choses qui fonctionnent pour le recrutement. Donc, du présentiel, ne pas hésiter à venir aux entretiens. Moi, je sais que mon fils, il a eu un entretien dans une autre entreprise, s'appelle Orange, parce qu'il s'est déplacé. Il y a des jeunes qui ne s'étaient pas déplacés pour l'alternance. Ils ont été touchés parce qu'il a voulu se déplacer. Il n'a pas voulu faire le e-learning. Le e-learning, c'est très bien pour l'enseignement. Par contre, pour l'embauche, nous, ce qu'on demande à la PSUIT, c'est d'avoir les gens vraiment en réel, puisqu'il y a eu des histoires rocambolesques de gens qui se sont fait passer pour d'autres. Et fatalement, l'IA permet de masquer certaines choses, d'augmenter des réponses. Donc, maintenant, on fait du présentiel pour le recrutement à PSUIT. C'est très intéressant. Effectivement, c'est vrai que chez nous, chez ENACO, quand on accompagne des personnes qui cherchent une alternance, par exemple, on insiste beaucoup sur l'importance de l'entretien et aussi sur, tu sais, tu disais tout à l'heure une chose intéressante, tu disais que parfois un poste, des missions peuvent sembler au premier abord peu attractives. C'est vrai que quand on aborde un nouveau métier, une nouvelle carrière, évidemment, on ne va pas forcément rentrer par la grande porte. Parfois, il faut prendre des missions qui nous attirent un peu moins au départ, mais il faut commencer par quelque chose, tirer le fil et puis petit à petit faire sa place. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit là-dessus tout à l'heure parce que je trouve ça extrêmement encourageant. Parfois, on peut se laisser décourager au premier abord, alors qu'en fait, en étant un peu tenace, on peut faire une très jolie carrière dans une entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, l'entretien aussi doit être soigné. La première chose à faire, bien évidemment, c'est se déplacer. Aller aux entretiens quand on y est convié, c'est absolument nécessaire parce qu'on peut avoir une très bonne surprise en allant en entretien, oui, alors même qu'au premier abord, on n'était pas très attiré par l'offre d'emploi. Je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que nous, moi, au niveau du coaching, on en parle beaucoup et j'essaye de préparer au mieux les apprentis et ceux qui sont en recherche d'apprentissage aux entretiens. Et on travaille aussi sur l'équilibre entre leur vie pro, leur vie perso et l'intégration de la formation au milieu de tout ça. Est-ce que vous, dans votre domaine informatique, quel est un peu l'équilibre entre votre vie pro, votre vie perso? Est-ce que des fois, ça déborde pas un petit peu d'un côté ou de l'autre? C'est le danger. C'est le danger parce qu'on est beaucoup au forfait. On a quand même des chartes structurées. Les grandes entreprises ont quand même l'avantage d'avoir un droit à la déconnexion. Donc, si on se connecte en dehors, on a un signal en disant qu'on a le droit à la déconnexion. C'est en fait, ça a été le principal problème du télétravail. C'est de supprimer cette fameuse frontière entre le bureau. Donc moi, mon bureau, c'est mon bureau, mais personnel, et finalement de dépasser au niveau des horaires. Et, donc, c'est une sorte de gymnastique qu'il faut s'imposer. C'est à un moment donné, on ferme. Après, voilà. Donc, soit on est en astreinte, en intervention parce qu'on est en production, mais par exemple, quand on est au nouveau projet, on se donne des deadlines et après, il faut, voilà. Mais notre entreprise est très, très proactive sur le droit à la déconnexion parce que c'est vrai que comme on est au niveau forfait, avant, on était à la pointeuse. Il reste des collègues encore à la pointeuse, mais on est au forfait, donc finalement, il n'y a pas d'horaire et le télétravail, c'est le principal problème, c'est de ne plus avoir cette frontière, de se dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir à un moment donné basculer et se déconnecter de la vie professionnelle qui peut être déjà des fois prenante. Mais un peu trop. C'est super. Et donc là, franchement, avec toutes ces interventions, tous ces apprentissages, ce qu'on peut résumer, ce qu'on peut tirer un petit peu de ces 40 minutes, parce que le temps passe déjà super vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis bavard.
Et on a eu un parcours. Tu as un parcours qui est atypique, qui permet de rebondir et qui nous a permis aussi de voir que l'apprentissage, c'est tout au long de la vie. On n'arrête jamais d'apprendre, ce qui permet de rebondir même malgré l'adversité. Que le mindset, c'est l'état d'esprit qui permet d'avoir la fiabilité en entreprise, permet et surtout de s'accrocher, permet de tenir et de progresser en entreprise, de gravir les échelons et de rebondir, donc quelle que soit la situation. La méthode agile avec le management de projet et le Scrum Master, donc c'était aussi une belle entrée en matière, des excellentes images, qui fait que quand on a la réalité, c'est différent d'un concept et il faut toujours pouvoir confronter les deux et de manière pragmatique réussir à continuer sur ces projets. Donc pour pouvoir construire ce parcours, il y a des structures à distance. On a par exemple des contenus sur le manager de projet informatique aussi de notre côté et il faut absolument maîtriser l'IA qui est une source de différenciation et qui permet de percer aussi sur le marché plutôt que de le subir et de rester en retrait. Pour rebondir sur ce que tu dis, Antoine, c'est effectivement, on rejoint beaucoup ce que tu nous as dit tout au long de cette masterclass, Christophe, c'est qu'effectivement, il faut continuer de se former tout au long de la vie. L'IA, ce n'est pas un frein, au contraire, ça peut être un accélérateur. Chez Enaco, en tout cas, on a intégré dès les débuts de l'IA des formations complémentaires optionnelles à l'ensemble des secteurs concernés par nos formations, ce qui était quand même un très gros programme pour nous. Et on a aussi tout un parcours de formation qui est dédié à l'IT. Donc aujourd'hui, en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir étudier et puis aborder la carrière de ses rêves. Moi, je dirais une chose quand même pour encourager chacun à aller jusqu'au bout de son projet. Il ne faut jamais se laisser arrêter par des propos qui diraient non, mais telle voie, c'est bouché, et puis de toute façon, on ne recrute plus, et puis ceci, et puis cela. En réalité, non. Je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est la ténacité de chacun, le fait de croire en son projet. Il faut savoir aussi rêver, de vouloir donner du sens à sa carrière professionnelle, parce que c'est ça que j'ai entendu dans ton témoignage. C'est-à-dire que toi, tu as été mené par ta passion, quelque part. Oui, complètement. Tu as démarré par une toute autre formation que celle, à laquelle on s'attendrait aujourd'hui quand on regarde ton poste. Et donc, je pense que ce qui compte vraiment, c'est la recherche de sens, le fait de vouloir faire aboutir ces projets. Aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs qui nous permettent de les voir se réaliser. Alors, le petit mot de la fin, là, je vois qu'il y a une citation de Steve Jobs. Nous allons inventer demain au lieu de nous inquiéter de ce qui s'est passé hier. Et je trouve que c'est un très joli mot, surtout compte tenu de l'actualité du moment. Oui, tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime beaucoup cette citation. Avant de clôturer cette masterclass, j'ai une dernière petite question dans le chat qui vous est posée du coup, Christophe. Est-ce que vous mettez à disposition des vidéos et des articles sur justement la posture managériale qui serait accessible gratuitement pour des futurs étudiants qui seraient intéressés justement par cette posture managériale en entreprise? Alors pour moi, je fais des conférences en présentiel, mais c'est une belle idée. Je prends l'idée. Pourquoi pas ne pas faire quelque chose ensemble voilà, avec Enaco. Donc moi, je suis enchanté de vous avoir rejoint. Donc, belle idée. Oui, je tiens vraiment à vous remercier, Christophe, ainsi que Madame Lejeune et Antoine, pour la qualité, la générosité de votre partage. C'était vraiment très agréable d'échanger avec vous. On voit que les étudiants, ils ont été aussi très réactifs sur le sujet. Je voudrais aussi remercier toutes les équipes mobilisées pour organiser toute cette masterclass. Un grand merci aussi à vous qui avez participé à cette masterclass pour l'intérêt que vous portez. Ça nous donne envie d'en faire encore plus. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle masterclass chez Enaco et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.